anti-sèche. Ah non, voilà. Des trucs qu'on utilise pour tu sais. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi, je n'ai pas filmé lundi, je n'ai pas filmé hier, je suis méga à la bourre. En plus, j'ai beaucoup lu, donc ça va être chargé. Donc, j'ai mon comment ça s'appelle? Le Téléphone. truc... Non, mais oh, merci. Le truc qui te donne des, tu sais, Ah mais donne-moi un indice, le Mais truc qui tu donne sais. des tu sais. le truc que tu utilises pour tricher. Google. Non, mais en classe, des... Un anti-sèche. Ah non, voilà. Des trucs qu'on utilise pour tu sais. J'ai mon anti-sèche sous les yeux. Il est où mon lien? Bah c'est sûr. Bah non, c'est pas mon compte. Il est où mon compte? C'est pas mon compte, ça. Ah. Fallait faire retour. Hein. Eh bah fallait me dire, comment tu veux que je sache? C'est fou ça, puis je me fais engueuler bientôt. Bon. Alors, de quoi vous ai-je parlé dernièrement? Je ne me rappelle absolument pas. Je vous ai dit que j'avais fini le tome 3 de Frieren, je crois. Est-ce que je vous ai dit que j'ai abandonné Guild? Non, je vous le dis, j'ai abandonné Guild parce que pas le temps de lire ça. Sincèrement, c'était vraiment pas incroyable. Ça vaut pas le temps que ça me coûte, étant donné tout ce que j'ai à lire de beaucoup plus intéressant. Donc c'est un abandon. Ensuite, j'ai terminé le tome 3 de Vampiria. Je sais plus si je vous en ai parlé, tiens. Si, je crois que je vous en ai parlé. Non, j'ai pas conclu. Le tome 3 de Vampiria. Donc je vais conclure rapidement au cas où je ne l'ai pas fait. C'était une très chouette lecture. Des 3 tomes de la trilogie, je pense que c'est celui où il se passe le plus de trucs, il y a le plus de révélations et qui va aborder le plus de thématiques sociales différentes, puisqu'on va parler d'esclavagisme par exemple. On va reparler aussi évidemment des questionnements sociaux par rapport à la Magna Vampiria, à l'aristocratie et à la dîme de sang, etc. Donc tout ça on en reparle et c'est hyper intéressant. Et ça va creuser certaines choses plus précisément, donc pour ça c'était plutôt chouette. On va changer totalement de décor puisque on va être cette fois-ci sur un bateau, on va rencontrer des nouveaux personnages, enfin ça va être très très chouette. Le seul défaut finalement que je trouve à cet ouvrage, c'est qu'à la fin, il se passe un truc, et que je peux pas dire pour pas spoiler évidemment, et j'ai trouvé que ça avait un petit peu un côté Deus Ex Machina, où on sait pas comment résoudre le truc, donc paf, intervention divine, et voilà. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de ça. Bon, après, ça a pas gâché totalement ma lecture. Disons que j'aurais aimé que ce soit un peu plus subtil. Mais je pense que ça va être dans une certaine mesure expliqué dans la trilogie suivante, donc peut-être que ça aura du sens au regard de cette autre trilogie, je ne sais pas. Sinon tout le reste était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé le traitement de l'addiction, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages qui étaient vraiment bien pensées et intéressantes. Il y a des petites romances mais qui sont extrêmement secondaires et qui sont plutôt bien faites, plutôt bien menées, qui sont cohérentes. On ne sacrifie pas l'histoire, la cohérence du récit et la motivation des personnages au profit de ces romances, et ça c'est très très bien et très important. Vraiment, franchement, c'était hyper bien fait. Il y a eu des plot twists comme dans le 1, en plein milieu du bouquin, qu'on voit pas venir et qui sont pas, ça révolutionne pas tout le livre, mais juste suffisamment pour vous dire ah bah je l'avais pas vu venir celle-là et c'est bien fait. Voilà. Il y a quelques éléments un poil tirés par les cheveux, mais ça passe. Franchement, ça passe très bien. C'est vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup la lectrice. Elle a un tic vocal qui m'agace, c'est quand elle fait les cris. Mais sinon, tout le reste, en termes de lecture, c'était très très chouette. Et je vous recommande vraiment l'audiobook de la trilogie de Vampiria. J'ai assez envie de continuer, mais je suis partie sur autre chose en audiobook, puisque j'écoute actuellement le tome 2 de Magic Charlie, que j'avais très envie d'écouter, je vous l'avais dit. Donc là, je suis sur ça. Et je suis aussi sur Yellow Face de R.F. Kuang, que j'écoute en VO, puisqu'il n'a pas été traduit, que je suis en même temps
ni book parce que la VO c'est trop compliqué. Donc déjà je vais me concentrer sur ces 2 écoutes et peut-être qu'ensuite je reprendrai autre chose. D'ailleurs je sais même pas si... Le tome 1 de la 2e trilogie de Vampiria est sorti, mais je sais pas si l'audiobook est sorti. Bref, on verra bien. Voilà, donc sinon du coup je vais passer à ces 2 lectures audio que je suis en train de faire rapidement parce que je débute. Yellowface, c'est vraiment génial, c'est du contemporain. Je sais pas si vous connaissez R.F. Kuang, qui a été assez peu traduite. Je pense qu'il n'y a que... il n'y a que La Guerre du Pavot qui a été traduit, mais la suite n'a pas été traduite parce que l'autrice était pas du tout d'accord avec les choix éditoriaux de la maison d'édition française, donc on sait pas si la suite va être traduite. Et il y a Babel qui va sortir chez De Sexus à l'automne, à la rentrée, ça va être une des sorties de la sortie littéraire, qui a l'air très très chouette, mais en tout cas, pour Yellowface, c'est du contemporain, c'est court, c'est très compréhensible, c'est très accessible, et qu'est-ce que c'est génial! J'ai dû écouter peut-être 8%, vous voyez, c'est le tout début, et c'est absolument génial. On est sur un personnage qui est autrice, qui est publiée, mais bon, voilà, qui gagne pas très bien sa vie avec ça, qui est amie avec une autrice à gros succès, qui est traduite dans je sais plus combien de langues, qui a un contrat avec Netflix, et on est sur ce genre d'amitié un petit peu intéressée, où elles sont copines parce qu'elles semblent pas avoir d'autres amies l'une que l'autre, et c'est très 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 bizarre et très particulier. Et en fait, au tout début, notre narratrice va chez Athéna pour fêter son contrat Netflix, et Athéna s'étouffe en mangeant un pancake. Et la réaction de la narratrice, c'est d'appeler les secours quand même, évidemment, après avoir hésité à taper sur YouTube truc d'Emily pour voir si elle pouvait lui faire la... Enfin, ouais, il y a ce côté ironique hyper piquant qui est assez génial. Et en fait, elle dit très rapidement dans le chapitre 2, je crois, qu'elle a piqué le dernier manuscrit de l'autrice, donc Athéna, qui écrit uniquement sur, comment ça s'appelle, machine à l'ancienne, là, qui ne fait jamais lire ses manuscrits avant de les avoir terminés, donc personne ne sait que ce manuscrit a été écrit. Elle l'a piqué, elle aimerait bien sûrement le faire publier pour son compte, et on est dans ce genre de personnage très 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 gris. Ça veut dire qu'on comprend certains ressentis qu'elle a, certaines choses, et en même temps c'est difficile moralement d'approuver ce qu'elle fait, hein. Concrètement c'est quand même assez compliqué. Voilà, donc c'est vraiment génial, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé parce que c'est une très 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 bonne lecture que j'ai très envie de continuer mais qui me demande beaucoup de temps parce que bah, ça me demande du temps d'écouter et de lire en même temps en anglais et qu'il faut parfois que j'arrête pour être sûre d'avoir bien compris certaines choses, donc voilà, je vais prendre mon temps, je vais le lire tranquillement sur tout le mois. Il faudrait que je me procure le format papier parce que là je suis sur l'extrait gratuit e-book et que très rapidement je pense qu'à la fin du chapitre 2 j'aurai plus, donc je pourrai pas continuer que l'écoute, donc voilà, bref, on en reparlera prochainement, peut-être pas cette semaine mais bientôt. Et du coup, j'écoute Magic Charlie, j'ai pas mal avancé, je crois que j'ai écouté 20% et c'est vraiment toujours aussi bien. Le lecteur est vraiment incroyable, il y a une qualité d'interprétation qui est géniale, il fait ça très très bien et l'histoire est super, le personnage de Charlie est absolument... Comment on peut dire? Comment on peut qualifier Charlie? Charlie est vraiment un garçon qui est à la fois adorable, à la fois intelligent et qui... Il a un peu ce côté Nox de Capitale du Sud, ça veut dire il est un peu maladroit, il est pas méga fort, il sait pas tout faire mieux que tout le monde. Il y a vraiment ce côté très maladroit, qui a du mal à s'en sortir parfois, qui patauge un peu, qui... Voilà, qui cherche et tout, et moi j'aime beaucoup ce genre de personnage. Mais pareil, je vous en reparlerai une autre fois parce qu'il faut vraiment que je conclue les lectures que j'ai terminées au préalable, à savoir celle-ci dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, donc je vais conclure assez rapidement, et le préquel du prieuré de l'Oranger. Donc, le clairvoyage d'Anne Fakouri, je vous ai déjà fait l'histoire, le résumé dans le vlog de la semaine dernière que je vous remettrai en barre d'infos. C'était vraiment une très très bonne lecture. Il y a vraiment une écriture de la féerie qui est assez incroyable. Il y a vraiment aussi cette qualité de plume qui fait qu'on suit une narratrice qui est très jeune, elle a 12-13 ans, et il y a vraiment cette évolution dans la plume, très enfant, très naïf, à une certaine maturité qui arrive au fur et à mesure suite à certains événements. Et en même temps, il y a ce côté féerique où on n'arrive pas tellement à dissocier le réel du rêve, de l'onirique. Il y a vraiment une qualité d'écriture en termes de fantastique qui est assez incroyable, et je pense que c'est l'une des grandes qualités de l'autrice, à mon avis, de ce que j'ai pu voir d'autres avis sur ses écrits.
Elle est très bonne pour écrire le fantastique, pour écrire le rêve, la féerie, pour voilà, faire ça de manière hyper subtile. C'est très perché à plein de moments. Il y a des moments où j'étais pas sûre de tout comprendre, et en même temps ça fait partie du jeu, parce qu'on est vraiment sur cet entre-deux, entre le réel et le monde de la féerie qui cohabite un peu avec le nôtre. C'est un côté très shakespearien dans les inspirations aussi, avec des personnages très connus chez Shakespeare. Bah fais bouger ma caméra, je te dirais rien. Oh, ça fait bouger. Bah oui, tu tapes dans le meuble. Ah oui, un petit peu, effectivement. Très shakespearien dans les inspirations et dans la manière dont est pensée la magie. Ça m'a fait penser aussi un petit peu au Ariel Holt, je sais plus les titres, La Reine sans visage, je sais plus. Et ça m'a aussi fait un petit peu penser à la féerie de chez de Morgane Pendragon et de manière générale la féerie dans l'univers arthurien et les légendes arthuriennes. Bref, excellente lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé que c'était... ça emporte, ça a ce côté aussi un peu Alice au pays des merveilles par certains aspects. Vraiment, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande très très vivement. Je trouve que c'est intelligent, c'est bien écrit, les personnages sont hyper bien pensés, les cellules familiales sont très bien pensées, les rapports entre les personnages sont bien pensés, tout est bien fait, tout est crédible. On pourrait presque croire que c'est vrai en fait, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas ce côté fantastique qui tombe dans l'absurde et que je reproche souvent aux ouvrages fantastiques. Donc ouais, très très bonne lecture. Ça m'a donné très envie de découvrir d'autres ouvrages de l'autrice, et j'ai toujours dans ma palle Narcogénèse que m'a offert mon frère, qui passera sûrement en août parce que je suis très curieuse de lire plein de choses d'Anne Fakuri, qui a vraiment une plume très particulière, très à elle, une patte et une façon d'écrire très à elle, et c'est suffisamment rare pour être noté et pour donner envie. Bref, et enfin j'ai terminé le préquel du Prieuré de l'Oranger, donc Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, qui est quand même un beau bébé de 1100 pages je crois. Ça a été assez long et laborieux parce qu'on le lisait en lecture commune, qu'on essayait de s'attendre, mais que ça n'a pas forcément toujours été possible, et on a fini un peu par le finir chacune de notre côté parce que bah c'est compliqué. Autant sur 300 pages c'est gérable, autant effectivement sur 1100 pages c'était peut-être un petit peu ambitieux. Bref, excellente lecture. Donc je vous le dis très franchement et très logiquement, c'est un préquel. Donc en termes d'histoire avec un grand H, sur le gros fil d'histoire, il n'y a pas de grande surprise parce qu'on sait, si on a lu le Prieuré de l'Oranger, comment se termine tout ça. Et tout ce dont on parle dans ce préquel est évoqué dans le Prieuré. Donc il n'y a pas de grosses surprises dans l'histoire. En fait, ce livre est bon pour ses personnages, pour le développement de l'univers, le développement des personnages, des relations entre les personnages, et c'est pour ça qu'il faut le lire, je pense. Et si on a aimé, en fait, le Prieuré, hein, sinon ça sert à rien, parce que je trouve qu'on est un level au-dessus en termes de développement des personnages et des relations entre les personnages. J'adore tellement la manière dont Samantha Shannon présente des univers et des personnages qui sont tous divers, inclusifs, intelligents, et c'est pas un sujet, et c'est ça qui est génial, c'est que ça n'est pas un sujet. Voilà, tous les personnages peuvent mener la vie qu'ils ont envie de... Enfin, hors grosse quête et guerre, etc. Mais je veux dire, en termes de relations, d'amour, d'amitié, etc., a priori, ils peuvent tous mener leur vie un peu comme ils l'entendent, et il n'y a pas de jugement. Il y a aussi la question de la religion qui est évoquée et qui va être bah, évidemment importante parce que on est sur les prémices de certaines choses qui expliquent des événements du Prieuré de l'Oranger, donc ça c'est très chouette. Et on est sur une fin un petit peu ouverte par rapport à tout ça, et je trouve ça excellent. J'adorerais qu'il y ait un autre tome à tout ça, je sais pas si c'est entre deux, si c'est après le Prieuré, peu importe. Mais juste, l'écriture de l'autrice est un tel plaisir et un tel bonheur pour moi que je ne m'en lasse pas en fait. Je ne me lasse pas d'avoir cette histoire où, peu importe en fait l'histoire et la guerre, etc., c'est pas ce qui m'intéresse en premier lieu en fait. C'est vraiment la manière dont les personnages interagissent et les relations et leur façon d'évoluer. Je veux dire, dans le préquel, ici, on a le personnage de Gloriane, dont on parle pas mal de mémoire dans le Prieuré de l'Oranger, qui level up d'une manière, mais incroyable, c'est absolument génial. Enfin, on la voit au tout début quand elle est préadolescente et avec bah voilà tous ces questionnements, et on la voit level up plus et devenir bah, le personnage qu'ensuite on connaît dans le Prieuré et qui est évoqué comme une reine très importante quoi. Et c'est incroyable, c'est génial, enfin moi j'adore ça, vraiment j'aime la manière dont les personnages changent, évoluent, s'affinent. On a des personnages qui vont pas beaucoup changer mais qui ont des quêtes et des blessures personnelles à mener et à guérir, et enfin il y a vraiment de tout, il y a une énorme diversité dans les relations, dans les interactions, dans l'évolution.
intime aussi des personnages. Enfin bref, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Moi j'ai adoré, je pense que ça peut déplaire à plein de gens pour plein de raisons, parce que c'est très lent, c'est très long, il y a des moments où il se passe pas grand chose, et il y a beaucoup de personnages, et tout ça c'est des choses qui peuvent déplaire. Mais juste pour l'ambiance et pour les relations, c'est tellement une pépite et c'est tellement un bonheur à lire que... Voilà, donc je conclus ces 2 lectures terminées. J'ai attaqué 2 nouvelles lectures. J'ai attaqué, dans un premier temps, Palace de Marine Carteron, qui est sorti très récemment aux éditions du Rouergue, dont je vous ai parlé dans le vlog de la semaine dernière que je viens de récupérer. Et j'ai lu 135 pages sur 320 pages et c'est très 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 bon. Je vais pas trop développer aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps, j'ai l'enfant qui est réveillé et que j'ai pas envie d'être interrompue, etc. Mais c'est très chouette. Pour plein de raisons, parce que c'est une réécriture. Déjà, premièrement, c'est une réécriture mythologique et on est avant la chute de Troie. Donc on est dans un temps tellement reculé et tellement ancien qu'on est sur un mélange hyper bien fait entre les dieux et les humains. Les dieux se mélangent encore aux hommes et on a beaucoup de, voilà, de personnages humains qui sont des descendants de dieux et des relations entre les deux et des alliances politiques et de pouvoir, etc. Et moi j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce côté mythologique plus que je trouve hyper intéressant. On est aussi sur quelque chose d'un point de vue culturel qui est très très valable. Par exemple, on a toutes ces pages en noir qui sont la cosmogonie des dieux et déesses grecs. Et c'est très chouette parce que ça explique dans quel ordre sont apparus les dieux, comment, pourquoi, les enjeux de base entre eux en fait, et les relations. Donc typiquement, on apprend que Zeus, Poséidon et Hadès sont frères, qu'ils sont tous les 3 frères avec Héra, Déméter et je ne me rappelle plus de la dernière déesse... Hestia, voilà. On apprend tous les liens qui existent entre les dieux et c'est hyper important et intéressant parce que du coup on comprend d'autant mieux les enjeux et c'est très peu fait en fait, une réécriture de cosmogonie intégrale comme ça, mais en même temps suffisamment courte pour que ça soit digeste. C'était très très chouette. On est aussi sur un personnage féminin hyper intéressant. On va suivre une Troyenne, fille d'une grande prêtresse du temple d'Athéna et fille du roi de Troie, et j'aime beaucoup ce personnage. Je vous reparlerai tout ça plus précisément plus tard. En gros, l'histoire de Pallas, pour le moment de ce que j'en ai compris, c'est le personnage de Pallas qui à l'origine est une déesse mineure, fille de Triton, et on ne sait pas qui est sa mère, donc petite fille de Poséidon, mais on dit déesse mineure parce qu'en gros elle n'a pas tellement de pouvoir magique contrairement aux autres dieux et déesses olympiens typiquement. Elle va assister à quelque chose qui se passe entre Zeus et la mère d'Athéna, qui va mener à ce qu'Athéna et elle soient élevées quasiment comme des sœurs, et donc je pense qu'on va détailler ces liens entre Pallas et Athéna, et ces espèces de guerres entre les dieux et les déesses, et ces vengeances et ces prises de position politiques. Et en même temps, il va y avoir le personnage de la grande prêtresse et sa fille, qui s'appelle Hésiode, qui vont être, je pense, mêlés à tout ça. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais l'écriture me plaît, les prises de position sur certaines choses et les réflexions sur certaines choses me plaisent. C'est une très très chouette lecture que j'aime énormément et que j'ai très envie de continuer, chose que je vais aller faire tout de suite après parce que c'est vraiment très bon. Si ça me plaît toujours autant à la fin, je pense que je me le procurerai parce que c'est vraiment particulier. Très chouette, très bonne réécriture, voilà. Je vous en reparlerai parce que j'ai pris beaucoup de notes, mais là je vous dis c'est compliqué comme vous avez pu l'entendre je pense. Sinon j'ai attaqué la passeuse de mots, et alors là je vais être très honnête avec vous, mais encore une fois je ne vais pas développer, j'en reparlerai plus tard dès que j'aurai le temps et le calme. Je n'aime pas du tout cette lecture, je n'accroche absolument pas à ce livre, je suis extrêmement déçue. J'ai vu tellement de retours en disant que c'était absolument génial que je ne comprends pas. J'ai lu à peu près 20 chapitres, ce qui doit représenter peut-être 150, 160 pages, quelque chose comme ça. Et je ne comprends pas, toujours pas, qu'est-ce qui fait que tout le monde dit que c'est une aussi bonne lecture que ça. Voilà, y a rien qui m'accroche dans cette lecture pour le moment. Et au contraire, il y a beaucoup de choses qui me dérangent même. Donc, je ne vais pas détailler ici, je vous tease un petit peu, mais on en reparlera très bientôt. Je vais me faire la liste, parce que là, j'en ai parlé un peu avec Pénélope et Juliette, puisque c'est l'Explora-Livre du mois de juillet, qu'il faut d'ailleurs que je termine très vite. Donc j'en ai parlé au fil avec Pénélope et Juliette sur notre conversation de groupe. J'en ai parlé un peu avec mon frère aussi. Bref, je vous en reparlerai dès que je me serai posée pour prendre des notes sur tout ça, parce que j'ai vraiment pas mal de griefs contre cet ouvrage. Des choses très subjectives et qui sont totalement en mes goûts à moi, et là c'est très personnel, et des choses quand même un petit peu plus objectives à mon sens, qui sont des défauts, voilà, que je trouve très moyens.
Mais on en reparlera dès que j'aurai pu me poser pour mettre tout ça à plat, parce que là, ça n'est pas le moment. J'ai filmé très longtemps puisque j'ai tourné une vidéo avec mon frère juste avant, on en a eu pour 35 minutes. Là, ça fait 20 minutes que je filme, je vais vous laisser, et puis il y a les enfants qui s'impatientent. Donc, je pense qu'on en reparlera. Pas ce soir, parce que ce soir il y a live, mais demain, je ferai un vrai point sur Palace et sur la passeuse de mots. Et voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous fais des bisous, et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi soir. La main. Nous sommes vendredi soir et je n'ai rien filmé hier parce que vous aurez vu les images. Et hier on était parti en Belgique. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, rien de particulier. Mais en fait j'ai lu et voilà. Donc je n'ai rien filmé, ça va être le vlog le plus bizarre qui soit. En revanche, je voulais vous parler de Palace que j'ai terminé. Donc je vais le chercher et je reviens tout de suite. Palace, donc j'ai terminé ça tout à l'heure, ce matin, fin de matinée. Et quelle incroyable, enfin excellente lecture. Alors incroyable, je sais pas si c'est le mot, parce qu'il n'y a rien de franchement hyper surprenant. Mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne lecture. Pourquoi? Parce que, première chose, c'est un jeunesse. Et c'est un jeunesse qui ne rentre absolument pas dans les stéréotypes du jeune adulte typique. Et ça, c'est trop bien. Il y a une mini-romance, mais qui est tellement pas au cœur du propos et qui est tellement peu développée que ça passe très bien et on n'est pas dans les clichés de la romance du tout. C'était très chouette. On n'a pas les tropes en fait du jeune adulte. Ça veut dire que c'est vraiment de la mythologie sous un format roman accessible à un public plus, enfin voilà, un peu plus jeune qu'adulte, mais sans que ce soit cliché. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. En gros, ce que j'ai trouvé assez génial, alors après je vais rentrer dans le vif du sujet, mais là on va parler du hors-texte, c'est qu'on a à la fin des annexes, où l'autrice nous dit, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais bref, nous dit en gros que tous les personnages qui sont dans ce tome 1 sont attestés sauf 2, elle précise lesquels. Elle donne ses sources qui attestent de ses propos, qu'elle a rien inventé, en fait, en gros c'est ça, hein. Qu'elle a choisi certains épisodes plus que d'autres, certaines écritures plus que d'autres. Donc bref, voilà, elle détaille les chants, donc ils sont des chapitres en gros, et ce qu'elle a gardé, ce qu'elle a changé, ce qui est attesté dans la mythologie antique et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, chant par chant, elle donne, voilà, typiquement, je vais vous dire pour le chant 1, vu que ça spoile pas, le complot de Poséidon, Héra et Athéna contre Zeus et son sauvetage par Thétis et Briarée est mentionné dans l'Iliade, chant 1, 396-403. Par contre, on ne connaît pas vraiment son motif, ce qui me permet de décider à mon gré. L'enlèvement de Ganymède par Zeus et le fait qu'il obtienne l'immortalité et la place des chansons des dieux qui étaient avant tenues par la fille d'Héra, Hébé, sont attestés dans différents textes antiques. En échange, Zeus offre au roi de Troie 4 étalons fantastiques qu'il tient de Poséidon, etc. Et donc en fait, du coup, tout est détaillé. Donc elle donne ses sources, elle dit quand elle a extrapolé, quand elle a inventé, enfin, c'est hyper intelligent, quoi. Et après ça, après ce détail des sources, on a un index qui regroupe tous les personnages, ici les mortels, et après les immortels. Je trouve ça absolument génial. Ça, plus la petite cosmogonie
euh, sous forme assez courte, qui ne fait que quelques pages et qui est hyper intéressante et importante pour comprendre tous les enjeux entre les dieux et aussi un peu les humains. Je vous ai peut-être déjà parlé de ça, je m'étends parce que je trouve ça très cool, mais je suis désolée, en plus je suis fatiguée, donc je vais peut-être pas être hyper efficace. Ce que je voulais vous dire, et ce sur quoi je voulais revenir, c'est certains aspects du livre que j'ai trouvé hyper intéressants. On a, je crois que je vous l'ai déjà dit, ce mélange entre du langage assez jeune et assez cru, enfin jeune, peut-être pas quand même, mais cru en tout cas, qui fait qui est extrêmement bien placé. C'est-à-dire que on va dire que dans 80% du temps, on est sur un langage quand même assez élevé, ou en tout cas, voilà, pas du familier, quoi. Et à certains moments, il y a des déesses, des dieux, ou des héros, ou des héroïnes qui vont lâcher des mots comme ça. Genre à un moment, il y a Héra qui lâche couillon, voilà. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est hyper bien fait, c'est hyper à propos, et ça a un côté, je sais pas comment vous dire, ça donne quelque chose en plus au texte, en fait, je trouve. Ça casse par moments, à certains moments clés, hyper bien pensé, la distance avec le texte. Et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien écrit. Vraiment, je trouve ça vraiment très, très bien écrit. Il y a un parti pris hyper intéressant concernant le féminisme, d'une part, où on va parler, eh bien, par exemple, typiquement des Troyennes. Il y a tout un passage où on va parler des Troyennes en disant, on parle de 3 femmes importantes. Donc il y a, je sais plus, je crois, la mère de Priam, la mère de 2 des Myrmidons, je crois. Enfin bref, voilà, on va parler de 3 femmes qui ne seront jamais retenues dans la mythologie et dans l'histoire, entre guillemets, et qui ne seront plus jamais évoquées, et c'est dit tel quel en fait. C'est-à-dire qu'il y a un regard un petit peu méta sur le texte en disant je fais le choix de vous parler de ces femmes dont on ne reparlera jamais, alors que, et on va développer un peu leur parcours personnel, leur personnalité, et il y a vraiment cette espèce de côté un peu analytique sur l'histoire, sur l'écriture et sur la mythologie et ce qu'on a retenu dans les textes, en fait, si vous voulez. Et je trouve ça, encore une fois, hyper bien fait parce que c'est pas tout le temps, c'est subtil. Les 3 quarts du temps, on est dans du roman avec des personnages qui font ce qu'ils ont à faire, etc. Et on suit la grande aventure. Mais à certains moments, il y a un regard analytique qui est proposé, qui est hyper bien mené, hyper intelligent, hyper bien fait. Et j'ai trouvé ça génial. Pareil par rapport à Zeus et sa lubricité très très connue et toutes les agressions qu'il peut commettre, il y a un moment donné où ça va, entre guillemets, faire presque une pause et où on va parler de ça en fait, et parler du fait que ça n'est pas normal, et parler de son rapport aux autres, que ce soit des dieux, des déesses, des humains ou des humaines, mais surtout de son rapport aux femmes, voilà. Et c'est très bien fait, c'est hyper intelligent, c'est hyper intéressant. Et surtout, il y a une écriture des dieux qui est très 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 bonne à mon sens et très crédible, où les dieux ne sont pas gentils, les dieux utilisent les humains comme des pions sur un échiquier pour mener leur vengeance entre eux voilà, pour, pour s'attaquer les uns les autres et pour obtenir ce qu'ils veulent. Il y a ce rapport entre humain et dieu qui est développé, qui est hyper intéressant, où les humains ont besoin des dieux, typiquement, enfin en tout cas de certains dieux, typiquement bah, comment il s'appelle, Déos, donc c'est l'aurore, si je dis pas de bêtises, parce que bah, il faut que le jour se lève et il y a besoin, ils ont besoin d'Hélios parce qu'ils ont du soleil, ils ont besoin de Séléné parce qu'ils ont besoin de la nuit, etc. Enfin, il y a certains dieux qui vont être nécessaires à la vie des humains. Mais en retour, en fait, les dieux, et surtout les dieux olympiens, ont besoin des humains, parce que si personne n'est là pour faire des sacrifices, etc., et ben, il y a plus d'intérêt à être un dieu, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce développement des rapports très complexes entre humains et dieux qui sont très bien faits, très intelligents. On a les dieux qui sont, pour quasiment tous, qui prennent de haut les humains, qui, voilà, on revient sur ce côté... bah, les humains ne représentent rien pour eux parce que leur vie est si courte que les humains sont de la poussière pour les dieux. Et ce double point de vue, en fait, c'est-à-dire le point de vue des dieux sur les humains qui ne représentent rien, et le point de vue des humains sur les dieux qui ont l'impression de faire des choses, enfin, d'avoir des accords avec les dieux et de compter et d'avoir prise un petit peu sur le monde divin, et en fait, à quel point c'est pas du tout le cas. Et bref, il y a ce double regard qui est hyper intelligent, hyper intéressant. Enfin bref, vraiment, tout est bien pensé, tout est bien écrit. J'ai adoré le développement de certaines personnalités divines, notamment Héra, que je trouve, pour une fois, pas dans l'hystérie, entre guillemets, mais au contraire dans quelque chose de très intelligemment fait, c'est-à-dire entre colère, pour des raisons évidentes,
et en même temps son mépris des humains et ses propres traits, ses propres traits de caractère connus dans la mythologie, notamment son rapport par exemple à Héphaïstos. Enfin, il y a vraiment un jeu, un tissage autour de ce que l'on sait de la mythologie et du développement romancé de tout ça qui est hyper intelligent quoi. Et j'ai adoré suivre Hésione, qui est un personnage que j'aime énormément. Je trouve elle est à la fois très cohérente dans l'univers grec antique et à la fois très très moderne en fait par plein d'aspects et je trouve ça bien fait parce que je trouve que c'est une manière d'apporter quelque chose de neuf, un regard neuf à la mythologie et le fait de centrer son regard sur ce personnage féminin et de manière générale beaucoup sur les femmes, c'est hyper intelligent, c'est hyper intéressant. C'est des réécritures de mythologie qui ont toute leur place parmi les réécritures et vraiment c'est une des meilleures que j'ai lues cette année. J'en ai lu quelques-unes, vous le savez, pour des raisons très différentes des autres, mais je trouve que c'est une des meilleures et je vais me l'acheter parce que j'ai très envie de la voir. C'est un tome 1, je ne sais pas combien de tomes il y aura, j'espère qu'il y en aura plein parce que c'est génial et j'ai très hâte que la suite sorte, même si celui-ci vient juste de sortir, donc à mon avis c'est pas pour demain. Mais voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi une carte, il pourrait en parler très longtemps, je serais ravie d'en parler si vous l'avez lu, parce que j'ai adoré et je ne peux que le recommander pour son accessibilité de lecture, son écriture excellente, la manière dont c'est pensé, ses personnages, tout est bon dans ce livre et lisez-le, voilà. Sinon, ce soir en live, avec Pénélope et mon frère, on a attaqué Celui qui chuchotait dans le noir de Lovecraft. Donc, eux le lisent dans l'édition, la très belle édition de chez Nemos. Donc, c'est Celui qui chuchotait dans les ténèbres, je crois, la traduction de chez Nemos. On a lu à peu près un tiers. Je vous en reparlerai demain, je pense. Je sais pas demain quand je vais conclure. Nous verrons bien. Mais en tout cas, c'était très chouette. C'était une chouette session de lecture. On a commencé tard parce que l'enfant n'a pas voulu dormir avant tard. Et j'espère que demain on arrivera à le terminer. Donc pareil, je vous en reparlerai. J'ai aussi avancé la passeuse de mots, mais trop peu pour avoir des choses à ajouter. Et puis j'ai attaqué très brièvement le Ursula Le Guin, donc c'est les 5 chemins de pardon, voilà, qui est un SP que j'ai reçu de la part de la Talente. Et pareil, je l'ai trop peu attaqué pour vous en parler tout de suite, donc on en reparlera demain ou la semaine prochaine, voilà. Je vais maintenant vous laisser pour ce petit bilan lecture, point, livre terminé, etc. pour ce soir. Je conclurai demain en espérant que j'arrive à le faire pas trop tard. Voilà, donc du coup, on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, on est samedi, fin de journée. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre avant parce que, vous l'aurez vu dans les images, on allait se promener. Donc j'ai plein de trucs à vous montrer, d'autres choses dont je dois vous parler. On va essayer d'être à peu près concis et efficace. Donc j'ai attaqué 2 livres parce que je ne savais pas lequel j'avais envie de lire. J'ai attaqué 5 chemins de pardon d'Ursula Le Guin, donc j'ai lu une vingtaine de pages, qui a l'air hyper intéressant, mais j'en ai pas suffisamment lu pour vous donner un avis plus éclairé. Par contre, sur le petit rabat
C'est écrit trahison, jour de pardon, un homme du peuple, libération d'une femme, musiques anciennes et les femmes esclaves. Voilà. Donc c'était le SP que j'ai, enfin c'est le SP que j'ai reçu de la part de la Talente. J'ai très envie de le lire, mais j'ai pas très envie de SF, donc je suis un peu perdue. Et du coup, pour voir ce qui me faisait le plus envie, j'ai attaqué La voleuse des toits de Laure d'Argelos, que j'ai précommandé chez Rivka, qui vient tout juste de sortir, qui est très très jolie, comme vous pourrez le voir. Voilà, donc j'ai lu pareil, pas tellement, j'ai lu 3 chapitres, ce qui représente une quarantaine de pages. Voilà. Donc je ne suis pas encore franchement décidée, je verrai demain, puisque ce soir, nous allons lire le Lovecraft qu'on a attaqué hier et dont je vous ai déjà parlé. Je vous reparlerai de tout ça la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine pour vous, pour moi peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas, nous verrons en fonction de ce que j'aurai choisi. Sinon, du coup, aujourd'hui, on est allé en librairie. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Je vais vous montrer ce que mon frère a acheté. Donc, il s'est pris de la philo. Il a pris La tranquillité de l'âme de Sénèque, suivi de La retraite. Voilà, donc c'est pas ça dont je vais pouvoir vous parler. Et il s'est pris La force de la non-violence de Judith Butler, qui a l'air très très chouette. D'autant que Judith Butler écrit également des essais sociologiques féministes. Ça, je suis curieuse pour le coup de le lire. Éventuellement. Voilà, donc ça c'est ce que mon frère s'est pris pour lui. Moi, je me suis acheté 2 livres et je me suis beaucoup retenue parce que beaucoup de choses m'ont fait envie. Je me suis pris d'abord Femme, race et classe d'Angela Davis, que j'ai vu passer, si je ne dis pas de bêtises, sur la chaîne des mots de l'imaginaire. Voilà, donc je ne sais pas si je dois vous présenter Angela Davis, qui est une professeure émérite à l'Université de Californie, née en Alabama en 1944. Angela Davis, c'est une icône du combat antiraciste et féministe. Voilà. Je pense que ça va pas être drôle, mais ça va sûrement être passionnant. Instructif. Donc, instructif, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc j'ai très hâte d'attaquer ça. Très sincèrement, en ce moment, j'ai une envie d'essai. Plus. C'est assez impressionnant. J'avais très envie aussi de prendre Vieille peau, qui vient de sortir, mais bon, voilà, 20 balles, ça pique. Là, c'est en format poche, c'était un peu plus raisonnable. Bon, on verra. Peut-être que je le prendrai quand même plus tard. Et je me suis pris autre chose sorti de nulle part que je n'ai vu passer nulle part. C'est ceci, Tist de Yuvan. C'est très particulier parce que, en fait, si vous voulez, je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est beau. C'est beau, quoi. Montre la quatrième, parce qu'elle est jolie La aussi. quatrième est très jolie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de résumé, il n'y a rien. On a... Non, mais derrière la jaquette, il y a peut-être un résumé. Ah non, c'est pas une jaquette. Voilà. Qui est très particulier. À l'intérieur, c'est un bout de carte, qui est pas très pratique entre nous, mais On on dirait sait. la Bretagne. Un bout de carte qui est le même, on dirait, mais dans un idiome inconnu au bataillon. Voilà. Et donc, c'est... Pourquoi ça m'a intriguée? Parce que déjà d'une, il y avait le petit marque-page dedans. Je trouve ça drôle. Et il y en a un autre à la fin. C'est quand même pas banal. Voilà. Et pourquoi ça m'a intriguée pour de vrai, parce que bon, le marque-page à la limite, c'est que d'une part, je ne connaissais pas Scylla, je ne sais pas si vous connaissez Scylla, librairie Scylla 2022 à Paris, imprimée par F. Paillard à Abbeville en France. Abbeville, c'est par ici. Et donc on a une histoire qui se présente de manière un peu particulière, enfin je sais pas, c'était hyper intriguant. C'est une présentation qui est un peu particulière, avec, j'ai lu quelques extraits, quelques phrases, une écriture qui a l'air très particulière, avec un côté livre dont vous êtes le héros, mais c'est un roman. Sauf qu'à la fin, donc à partir du moment où il y a ce fameux marque-page, on a hop, une petite phrase comme ça qui dit « Maintenant que tu connais mon histoire, à toi de dévoiler la tienne. Les quêtes ne se révèlent que quand on les poursuit. Veux-tu nous raconter ?» Désolée pour la moto. On a un avertissement qui dit ce qui suit est un jeu d'écriture solitaire, il est recommandé d'avoir lu mon histoire avant de s'y plonger. Il faut avoir le livre à portée de main, il faut disposer de quoi écrire, les méthodes expliquées sont des guides, on peut les interpréter et les détourner. Ce jeu peut t'accompagner un long moment si tu le souhaites. Il se pratique en une succession de courtes sessions d'écriture. Et après on a d'autres publications de la maison d'édition. Enfin bref, je sais pas, j'ai trouvé que c'était hyper particulier, ça m'a vraiment interpellée cet ouvrage, donc je ne sais pas du tout. Et à la fin, on a une petite citation de Jean-Marc Agrati, L'Apocalypse des homards. Bon bref, voilà, tout ça pour Homard, vous dire. l'animal. Oui. Ah. SF, fantasy et fantastique. Charybde. Bref, j'ai trouvé que ça avait l'air assez incroyable. Très différent de
la plupart des choses que j'ai pu voir passer. Je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir. Voilà. Donc moi, je me suis pris ces deux-là. Et mon frère a fait encore des folies. Au-delà des livres qu'il s'est acheté. Et du jeu. De l'extension de jeu. Ça compte pas vraiment. Oui. Oh, c'est un manga. Non? Si. Oui! Regardez. Ah, trop cool. Donc, c'est le tome 4 de Frieren. Ah, ça, c'est trop bien. Je suis trop contente. Le tome 4 de Frieren, que j'ai très envie de continuer, qui, du coup, je pense, ne va pas faire long feu. En fait, quand on était à la librairie, j'ai vu plusieurs mangas qui me faisaient envie. Mais je me suis dit... Retenu. Enfin, oui, déjà, je me suis retenue. Et puis, de toute façon, je m'étais dit, non, mais d'abord, il faut que je finisse ce que j'ai commencé, parce que si je commence encore autre chose, je vais pas m'en sortir. Donc là, il faut que je termine Frieren. Donc ça tombe très très bien. Tu m'as dit qu'il était pas fini encore. Le mangaka était encore en train de travailler dessus. Oui. Et il y a combien de mangas pour l'instant? Combien de 8. tomes? 8, ok. Ça, c'est raisonnable. Trop chouette, je suis trop contente. J'ai trop hâte. Merci. Ouf, ça pèse. C'est un poche, c'est un gros poche. On dirait une droguée. Ah si, je sais. Parce que celui-là, je l'ai vu. Bah oui. C'est Swan Song. Ah, ça c'est trop cool. Le feu et la glace. Donc Swan Song de, je ne sais plus comment il s'appelle, Robert McCammon, qui a été publié très récemment par Monsieur Toussaint Louverture. J'ai vu beaucoup de retours qui disaient que c'était à la fois drôle et à la fois effrayant, horrifique. Donc c'est du post-apo. C'est peut-être même pas du post-apo, c'est de l'apo. Donc voilà, c'est une duologie, ça a l'air très chouette et c'est très prometteur tout ça. Merci beaucoup. Le dernier. Non, la petite surprise d'abord. Il y a une petite surprise. C'est un marque-page, non? Ah, drôle, je l'ai vu. Ah, drôle. C'est le marque-page des 65 ans de... C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Mais tu l'avais déjà vu la dernière fois. Ouais, Il ouais. t'avait déjà fait de l'œil. Oui, parce qu'ils en ont reçu, il y en a énormément, donc forcément ça fait quelques temps qu'ils en ont. C'est un marque-page en dur. en métal, fait par la librairie pour, à l'occasion de ses 65 ans d'existence. Il est très très joli et très chouette. Alors attends, il y a un petit problème technique que je résous incessamment. Oh, c'est un manga? C'est un autre manga? Oui. Ouah, trop cool! Ah, trop bien! C'est le 5! Pour Trop rigoler, bien! j'aurais voulu prendre le 6. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu trop cruel d'acheter le 4 et le 6. Voilà. Alors je l'ai pas fait. Ça aurait été vache. Trop bien. Ah, je suis trop contente. Je vais pouvoir... Ça, c'est bien, hein, parce que, enfin, de toute façon, tous les cadeaux sont bien, hein, mais l'avantage des mangas, c'est que ça n'a même pas le temps de passer par la palle, en général. Bon, bah, c'était une... Tu racontes pas ta petite anecdote rigolote à Martel? Sur les VO? Et on a trouvé quoi dans les VO? Oh, j'étais sous... Oh, ça m'a saoulée. Donc, il y a un rayon VO, qui est plutôt pas trop mal achalandé, dans la mesure où c'est pas ce qui est le plus vendu, on va pas se mentir, que la librairie est pas du tout spécialisée en VO, bon bref. Donc je regarde en me disant, ah bah c'est cool, il y avait des trucs cool et tout, que j'avais bien envie de Surtout prendre. du classique. Beaucoup de toujours classiques. sympa. Mais il y avait quelques trucs, genre il y avait, voilà, il y avait du Ali Hazelwood et tout, il y avait des trucs que j'aurais bien pris, mais je me suis dit, bon, on va être raisonnable, de toute façon ça ne sert à rien, j'en ai bien trop à lire, donc je l'ai pas fait. Et on regarde, en fait, il y avait des éditions VO, trop belles, hein, reliées, Oui. en dur et tout, Comment ça s'appelle? à En 12 dur, €. Couverture dure, je sais plus comment ça s'appelle. Édition, une Hardback. grosse collection, hardback. Une belle En collection. hardback, voilà, genre avec l'effet couverture en tissu, des belles Que des illustrations, classiques. Il y a Moby Dick, Voilà. Dorian Gray, etc. truc hyper beau. À 12 €, ce qui est très très cool. Et au Alors milieu c'est un de tout format poche comme ça par contre, mais bon bref. Et donc dans ce fameux rayon VO, qu'est-ce que je vois pas dans ces fameux livres reliés collector? A Little Prince. The Little Prince. En anglais du coup. Mais la VO du Petit Prince, C'est pas l'anglais, c'est pas l'anglais. étrangement. Bref, du coup, oui, bon, alors, je sais bien ce que ça veut dire quand ils disent VO, j'ai bien compris l'idée. Mais c'est pas de la VO, et ça m'a saoulé, ça m'a agacé. Et après, nous avons tourné la tête, parce qu'il y avait une petite commode avec encore des VO, et au-dessus de cette petite commode, qu'y avait-il? Des BD, bon, pourquoi pas, de la VO, Astérix et Tintin. Voilà, ça m'a... J'ai un peu levé les yeux au ciel, en me disant qu'il y avait... Bon, voilà, c'était peut-être pas très
je ne sais pas. Pas très bon. Juste, judicieux, je ne sais pas. Bon bref, voilà, ça m'a un peu agacé sûrement parce que je trouve ça un peu bizarre de mettre des ouvrages dans le rayon VO alors que c'est pas de la VO. En fait, ils auraient dû mettre VO/VE par exemple. Du coup, j'ai pas acheté The Little Prince, hein, sans grande surprise. Par contre, j'ai failli prendre je me rappelle même plus du nom du truc. Je pense à la littérature jeunesse, typiquement anglaise, dont je n'avais jamais entendu parler. Je me rappelle plus du titre. Ah oui, Le truc vert, non? Oui, oui, oui. Oui, mais oui, ok, je vois de quoi tu parles. Peut-être une prochaine fois, je dirais, parce qu'à 12 €, franchement, c'est trop cool. Voilà. Et puis ensuite, on s'est baladé. Et voilà. C'est tout, c'était déjà pas mal, je suis déjà claquée. Ce soir on termine Lovecraft et puis voilà, moi je ne sais pas du tout ce que je vais lire au final. Est-ce que je vais lire Le Gain? Est-ce que je vais lire La Voleuse des Toits? Je ne sais pas, nous verrons bien. Tu vas t'écrouler sur place. Ouais, je suis claquée là. Je sais pas du tout. En fait, la Voleuse des Toits est beaucoup moins complexe à lire et vu que je suis particulièrement fatiguée, je sais pas pourquoi là depuis quelques jours, je pense que c'est ce qui risque de passer en premier parce que ça demande quand même un niveau de compréhension qui est pas très très élevé. Peut-être que je lirai ce week-end Non, mais faut conclure, la Lucine, t'as plus le temps. un petit tome de Frieren. Et puis voilà. Pourquoi j'ai plus le temps? Bah, t'es en train de t'endormir là. Ah. T'as plus le temps de. Ouais, faut que je vais aller prendre un café. Bref, je vais maintenant vous laisser pour cette vidéo qui aura été assez courte parce que, enfin je sais pas, je dis ça mais ça se trouve pas du tout, elle va être très très longue parce que je parle beaucoup. Mais en tout cas j'ai fait peu de plans, enfin j'ai fait plein de plans mais j'ai fait peu de face cam où j'expliquais ce que je disais etc. D'une part parce que j'ai pas tant lu que ça, d'autre part parce que j'ai fait plein de trucs cette semaine, on a fait que bouger. Et du coup bah j'ai pas tellement eu le temps, filmer le soir c'est pas forcément évident. Voilà je le fais mais vous voyez je fais que bailler, enfin non vous voyez pas parce que j'aurais coupé ça mais je ne fais que bailler je vous le dis. Bref, voilà, j'ai pas beaucoup filmé. On va reprendre un rythme beaucoup plus classique, je pense, sur le prochain vlog, bien que... pas sûr, mais bon, bref, c'est les vacances, c'est août. Je vous laisse, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres que j'ai présentés et ce que vous en avez pensé, ou s'ils vous font envie. N'hésitez pas à aller lire Palace, qui était une excellente lecture que j'ai absolument adorée. Et puis voilà, donc je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! À bientôt!